Bonjour à tous. On va effectivement parler pendant près de 3/4 d'heure du financement participatif avec un petit focus, un vrai focus sur le don. Là, on était plus complet avant. Sur le don, avec cette sous-thématique, qu'en est-il? Quel bilan peut-on tirer ce matin, quasiment un an après l'arrivée de Kickstarter en France, avec en sous-thème aussi la responsabilité du porteur de projet, la responsabilité aussi des plateformes qui seront représentées encore ce matin. Donc autour de cette table, Bernadette Sauzet. Alors on devait avoir une parité complète, hein, mais bon, il y a eu un petit décalage, donc finalement on n'a qu'une femme ce matin. Bernadette Sauzet, donc bonjour, vous êtes déléguée générale chez Initiative France, je le rappelle, donc réseau associatif, 16 000 entreprises financées chaque année, des dizaines de milliers d'emplois créés ou sauvés. Antoine Clémenceau, donc, vous êtes associé au sein du SLIP français. Plusieurs campagnes de financement participatif. Vous nous raconterez notamment comment vous avez vécu, vous avez mis en scène votre Kickstarter à vous, puis il y en a eu d'autres évidemment en France. Quel intérêt vous avez trouvé, les limites aussi, parce que c'est peut-être pas destiné à tout le monde, enfin, vous nous donnerez votre point de vue. Florian Lacoste, donc, qui remplace, je le remercie, Valérie Capdepont ce matin pour BGE. Donc, vous êtes chef de projet sur les offres de services et innovation de ce réseau d'accompagnement d'entrepreneurs. Et on peut peut-être démarrer avec vous, Arnaud. Arnaud Burgot, donc vice-président de financement participatif France, et à la tête aussi de la plateforme, donc double casquette pour vous, à la tête d'Ulule. Alors, je ne sais pas quelle casquette vous souhaitez utiliser ce matin avec nous, les deux. C'est FPF. FPF uniquement, ok. Donc, quel impact pour vous, acteurs français en général, a eu l'arrivée, effectivement c'était au printemps dernier, de Kickstarter, qui est la plateforme des plateformes. C'est vrai que nous, médias, on les a bien aidés aussi, on leur a fait une campagne de pub gratos, mais comment vous avez vécu cela, vous? Est-ce que ça a eu un impact déjà positif, neutre? Alors, bonjour à tous. Ouais, alors la première chose, c'est que ça a été un nouveau moment de communication, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de journalistes qui s'y sont intéressés. Donc ils ont fait effectivement un plan de communication un peu gratuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre vision des choses, et ce que l'ensemble des plateformes ont dit à ce moment-là, c'est que d'abord il y avait une notion de sémantique qui était intéressante, c'est que tout le monde en parlait comme étant l'arrivée de Kickstarter, mais par arrivée, ça sous-entend qu'il y a une présence physique, alors que ce n'était pas du tout le cas, puisqu'en fait Kickstarter, ils sont restés à Brooklyn, il n'y a absolument personne en France, c'est leur politique, ils décident de faire ça de cette façon-là. Donc en fait, ils ont autorisé simplement les porteurs de projets français à se lancer sans avoir à créer un compte bancaire aux USA ou une structure aux USA directement sur Kickstarter. Donc en fait, ils ont simplement facilité quelque chose qui existait, puisqu'il y avait déjà des porteurs de projets français qui se lançaient là-bas, qui s'en servaient comme un outil de lancement sur le marché US. Simplement, ils ont facilité ça, puisqu'on n'a plus à se créer une structure juridique là-bas. Donc là-dessus, nous, ce qu'on a toujours expliqué, c'est qu'en fait, il y a une vraie différence entre la façon dont ils travaillent. C'est une plateforme qui est très bien pour se lancer sur le marché US, mais qui ne fait pas du tout d'accompagnement. Voilà, c'est un outil que vous utilisez de la façon dont vous voulez, mais vous êtes tout seul pour l'utiliser. Et l'essentiel des plateformes françaises travaillent de façon tout à fait différente, puisqu'elles font de l'accompagnement, elles aident les porteurs de projets à travailler leur campagne, leur plan de contrepartie, à réfléchir à leur communication. Donc en fait, c'est pas réellement le même service, c'est pas la même valeur ajoutée. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc ce qu'on a vu après en termes de métriques, si on veut regarder ça, c'est intéressant, c'est que juste après le lancement, à peu près 3 semaines après, ils sont montés à un pic à 285 projets en ligne, et c'est redescendu petit à petit. Aujourd'hui, ils ont 100 projets en ligne, là j'ai regardé ce matin. Donc en fait, ils ont plutôt baissé par rapport à l'attraction initiale qu'ils avaient, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engouffrées là-dedans, qui se sont dit que c'était un Eldorado, et en fait je pense que ça fait quelques déçus. Et quand on voit aujourd'hui les 100 projets qui sont en ligne, il y en a à peu près 15% qui sont en français, et 85% qui sont en anglais. Donc en fait, quasiment tout le monde s'en sert comme d'un outil de lancement sur le marché US, mais ils n'ont pas une vraie pénétration du marché français et de l'essentiel des projets français, qui sont une extrêmement grande variété de projets qui s'adressent d'abord au public francophone. Il y a un ralentissement sur cette plateforme-là, il y en a peut-être un aussi sur le financement en dons, vous nous direz ça, vous avez sûrement les derniers chiffres, au moins les dernières tendances là, de ce début, enfin de ce T1 2016. Bernadette Sauzet, vous, donc les entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur dites au-delà du prêt d'honneur? Là, pour vous, pour le coup, c'est votre partie, donc les prêts à taux zéro. Vous leur dites maintenant, c'est incontournable, le crowdfunding, ou ça peut faire partie d'un lancement? Bonjour. On leur dit ça peut faire partie. On dit à certains ça peut faire partie. Actuellement, 150 à 200 des 16 000 entreprises financées l'année dernière nous disent avoir eu une collecte réussie. Donc c'est un début, c'est bien. On a d'ailleurs signé une convention l'an dernier avec 4 grands acteurs de la finance participative pour encourager
chaque année, ce sont 50 000 personnes qui nous contactent pour un financement et 19 à 20 000 qui sont effectivement financés pour créer 16 000 entreprises. Nous leur prêtons 176 millions d'euros qui font levier sur 1 milliard d'emprunts bancaires. On a un effet levier de 7. Donc notre vocation depuis 30 ans, c'est d'aider les entrepreneurs à accéder à la banque en renforçant leur apport personnel. Mais nous sommes convaincus que le recours à une plateforme de financement participatif, au crowdfunding, qu'il soit en forme de don ou sous d'autres formes, peut être intéressant pour un certain nombre de projets. Et nous encourageons un certain nombre d'entrepreneurs, ceux qui ont une vraie histoire à raconter, qui va être capable de séduire des donateurs ou des investisseurs, ceux qui ont soit un projet très innovant, et alors là, ils peuvent aller, enfin j'ai encore vu la semaine dernière une entreprise soutenue par Scientipol Initiative qui avait fait appel à Quickstarter pour avoir l'accès au marché américain, c'est clair. Nous avons les entreprises qui ont une dimension sociétale et environnementale forte, une dimension à responsabilité sociétale et environnementale forte, qui sont aussi 30% de ces entreprises que l'on repère dans notre réseau sont intéressées, attirées par... et ont des chances d'aboutir sur une collecte. On le voit avec nos entreprises initiatives remarquables. Et puis aussi des petites entreprises qui maintiennent sur les territoires du lien social, le dernier commerce dans une zone rurale. Voilà, on a plusieurs types de projets qui peuvent tirer profit d'une campagne de collecte de financement participatif, et on trouve ça intéressant aussi parce que ça oblige l'entrepreneur à se professionnaliser sur la dimension communication externe de son projet. Donc pour nous, ça vient renforcer l'accompagnement que l'on fait tout le temps. Et puis, on se considère un petit peu comme un intermédiaire, un levier vers la banque, un intermédiaire entre les deux sens, dans les deux sens. Voilà. Merci. Vous, Florian Lacoste, donc BGE, réseau d'accompagnement des entrepreneurs, c'est quoi? C'est 50 000 chaque année qui sont... Bonjour, oui. Oui. Oui, c'est à peu près ça. C'est 50 000 entrepreneurs qui sont accompagnés, suivis chaque année, pour un nombre de créations à peu près de 17 000 entreprises. Donc BGE est un réseau d'associations qui est implanté sur l'ensemble du territoire, et donc qui fournit un ensemble de services pour les entrepreneurs, donc de l'accompagnement et du suivi après la création, mais aussi d'autres services qui viennent se rajouter. On existe depuis 35 ans, et donc on a élaboré depuis 2013, on a mis en place une plateforme de financement participatif avec My Major Company, qui a permis, donc en parallèle, en ayant un accompagnement, de pouvoir mettre en avant donc, ces porteurs de projets pour pouvoir faire des levées de fonds. Cela a permis, donc, on a à peu près eu 200 entrepreneurs qui se sont positionnés sur la plateforme, et donc on a eu un taux de réussite de 75% sur les projets, sur des montants moyens à peu près de 3 700 euros. Donc on travaille principalement avec des TPE. Donc c'est un succès qu'on va continuer, bien entendu, parce que ça permet donc aux entrepreneurs d'avoir une première réelle, de se mettre en situation réelle, en fait, d'aller chercher un premier réseau, de mobiliser des clients, donc de monter en compétences sur le développement commercial, et donc grâce aux conseillers BGE notamment, mais aussi tout l'environnement qui peut être à proximité, de monter en compétence sur donc, du développement commercial, mais aussi donc, de la communication, et donc de se constituer un premier réseau qu'il va falloir, bien entendu, conserver par la suite. Donc, en parallèle donc, de cela, donc, le conseiller BGE suit, bien entendu, l'entrepreneur, ce qui lui permet de s'approprier véritablement cette démarche et de pouvoir la continuer par la suite, et se retrouver véritablement en situation réelle. Et vos conseillers, vous les formez également, parce qu'on n'aborde pas KissKissBankBank ou My Major Company de la même façon? Exactement, on a toujours eu un challenge depuis 35 ans, c'est
c'est aussi bien entendu très important pour nous conseiller l'ensemble de notre réseau de se mettre toujours à jour sur ce qui peut être, sur l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour les entrepreneurs. Donc en l'occurrence, une fois que une fois que le financement participatif est arrivé en France, très rapidement il a fallu qu'on s'approprie aussi cet outil et donc former nos conseillers là-dessus. Il y a à peu près 900 conseillers en France, BGE, donc on a mis en place des sortes d'assises, un petit peu comme aujourd'hui, et puis de la formation donc, à proximité sur des référents, une cinquantaine de référents qui eux-mêmes ont formé le reste du réseau. Donc il est très important pour nous, après aussi, que le conseiller soit moteur du développement de la culture du financement participatif dans les territoires. C'est très important, on en parle beaucoup à Paris, etc., mais il est très important que l'ensemble des territoires, même ruraux, partout en France, puissent avoir le même niveau d'accès au financement participatif et au même niveau de connaissance. Donc le conseiller BGE aussi et les entrepreneurs qui ont fait partie de cette démarche sont les premiers prescripteurs dans les territoires auprès d'autres entrepreneurs justement de cette solution. Vous nous direz comment vous coachez donc ces TPE à travers la France, pardon. Antoine Clémenceau, je termine mon tour de table avec vous. Donc associé au sein du SLIP français, vous avez fait, je le disais tout à l'heure, plusieurs campagnes de financement participatif, dont Kickstarter. Vous cherchiez à lever combien d'argent à l'époque là? C'était quoi? C'était l'été dernier, c'est ça? C'était en mars dernier, c'était il y a pile un an. D'accord, il y a un an, ok. À l'époque, on cherchait $30 000. C'était pour ouvrir une boutique éphémère à Los Angeles. Donc l'occasion pour nous de lancer la marque là-bas et qui finançait aussi tout un voyage à travers les États-Unis qui avait pour but de nous faire connaître auprès de ce public américain. Il y a un véritable storytelling pour ceux qui s'en souviennent. Exactement. Pour les autres, il faut le rappeler. Donc, il y avait Guillaume Gibaud, votre associé et fondateur, qui allait sur tous les plateaux de télé, dans les radios, qui se déplaçait avec un mannequin plastique. Voilà, qui porte les vêtements. C'est vrai que depuis le début, nous on a fait 4 campagnes aujourd'hui de crowdfunding et c'est à chaque fois une occasion pour nous d'en faire une campagne de communication. Au-delà de l'argent collecté qui est hyper important évidemment pour une entreprise qui débute. Et c'est vrai que l'histoire qu'on a racontée, c'était l'histoire de Léo, notre mannequin plastique, notre mannequin qui est dans notre boutique physique dans le Marais et qui était tombé amoureux d'une mannequin américaine pendant la Fashion Week à Paris. Et au bout des 2 semaines de Fashion Week, Chéri avait dû repartir à Los Angeles. Léo était trop triste, il est venu nous voir et comme c'est notre employé modèle, on a décidé de l'aider et de lancer cette campagne de crowdfunding pour l'aider. Et c'est vrai que c'est à chaque fois pour nous une occasion de continuer l'histoire qu'on raconte autour de cette marque, de proposer de nouvelles choses et puis de continuer à communiquer auprès de notre communauté. On en parlait tout à l'heure et c'est vrai que c'est assez essentiel pour nous d'engager les gens dans l'aventure qu'on fait depuis le début. On met en scène ça, on montre la façon dont cette entreprise se développe, nos équipes. Aujourd'hui, vous pouvez nous suivre aussi sur Snapchat, sur Periscope. Vous verrez plein de choses de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est un moyen, c'est quelque chose de très important pour nous, quelque chose que les gens attendent maintenant même. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a réussi à chaque fois nos campagnes de financement participatif. Et on a réussi à mener à terme toutes ces campagnes. Vous avez reçu quel accueil? Parce que là, personne ne vous attendait, par définition, aux USA. Autant vous avez fait un peu de buzz ici, mais là-bas, ça donnait. C'est vrai que ça a été... en France, il y a eu un formidable accueil. Ça a été la suite, j'allais dire logique, mais en tout cas la suite de notre communication assez audacieuse depuis le début. En revanche, aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on arrive avec une histoire très compliquée, celle que je viens de vous raconter. Effectivement, personne ne nous attend. Une marque de sous-vêtements, même Made in France là-bas, c'est difficile d'émerger. Donc... il a fallu se retrousser les manches, prendre justement ce mannequin sur les épaules. On a organisé un événement sur le festival South by Southwest à Austin, qui est le plus grand rassemblement de l'innovation et des startups aux États-Unis. Et à un moment, on a dû faire ce qu'on fait depuis toujours ici, c'est-à-dire se relever les manches, y aller, prendre ce mannequin sur les épaules. Et on a eu comme ça un peu d'attention, mais oui, c'est très difficile d'émerger. C'est un marché gigantesque. On a beau le savoir, quand on arrive là-bas, personne, encore une fois, nous attend. Donc ça a été un peu plus compliqué. Et c'est vrai que là-dessus, comme le soulignait Arnaud, c'est vrai que la présence de Kickstarter en France, c'est une porte d'entrée vers le marché des États-Unis, mais il faut le faire avec ses moyens et avec porter son produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe pour vous accompagner, chose qu'on peut trouver parmi toutes les plateformes avec lesquelles on a travaillé, que ce soit mes Major Company ou KissKissBankBank. Et c'est une vraie différence parce que on a beau être créatif, nous, dans nos prises de parole, monter une campagne de crowdfunding, ça ne s'improvise pas du tout. Il y a plein de choses que ces plateformes nous apportent grâce à leur expertise, au nombre de campagnes qu'elles ont accompagnées. Donc elles sont là pour nous aider à
calibrer la jauge, comment animer la campagne. Enfin voilà, il y a tout un soutien qu'on n'imagine pas et toute une préparation en amont. Ça se lance pas comme ça du jour au lendemain une campagne. À chaque fois, c'est 4 à 6 mois de préparation. Donc c'est voilà, quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et l'accompagnement dans ce genre de campagne est vraiment clé. Même sur Kickstarter, vous vous êtes senti accompagné, alors que, comme le disait Arnaud, il n'y a pas de bureau en France? Non, justement, ce que je disais, c'est que on a eu une petite mise en avant dans une newsletter, mais à part ça, en fait, c'est nous qui avons fait tout le design de la page, avons travaillé pour la mettre en avant, communiqué auprès de nos partenaires, organisé une campagne de RP, organisé 3 événements aux États-Unis, à New York, à Austin et ensuite à Los Angeles avec le lancement de cette boutique. Donc clairement, on a été un peu lâché dans la nature. Et au final, vous avez levé vos 30 000 ou pas alors? On est arrivé à lever nos 30 000 et Léo a pu retrouver Chéri, donc tout est bien qui finit bien. Super, bon. Arnaud, si on revient sur ce qui se passe là en France, on parle toujours de dons, non pas par opposition, mais en alternative du prêt ou de l'equity. Est-ce que c'est une bonne terminaison? Enfin, vous êtes classifié là-dedans, mais il y a généralement toujours une contrepartie. C'est pas. Oui, non, ça, c'est vraiment un de cadeau, mes quoi. sujets de prédilection, Ouais. mais là plutôt avec la casquette Ulule. C'est une terminologie qui s'est un peu imposée petit à petit. Tous les observateurs, tous les journalistes appellent ça du don contre don, du don avec contrepartie. Après, il peut y avoir des discussions entre experts. Moi, ma lecture, et là c'est une lecture personnelle, c'est que la plupart des transactions faites sur des plateformes comme les autres, comme les nôtres, c'est plutôt des ventes. Argent contre bien ou service, en droit, depuis la nuit des temps, ça constitue plutôt une vente. Un don, en droit, c'est sans aucune contrepartie, avec une tolérance fiscale pour les associations d'intérêt général et assimilées. Donc voilà, il faut faire attention, parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre la réalité psychologique des choses. Don contre don, ça traduit très très bien la réalité psychologique des choses. Les gens sont avant tout dans une démarche de soutien, dans une démarche d'engagement. Ils ont envie d'aider un projet à voir le jour et de recevoir une contrepartie sympathique en échange. Mais attention d'un point de vue juridique, argent contre une promesse de livrer quelque chose dans le futur, c'est plutôt une vente et donc il y a des conséquences en termes de responsabilité, en termes fiscaux. Donc voilà, il faut vraiment faire cette distinction parce que ça peut utiliser cette terminologie-là, c'est pour ça que moi je ne l'aime pas beaucoup, c'est vrai que ça peut induire des mauvaises idées dans la tête des porteurs de projets qui peuvent se dire, bon, de toute façon on m'a donné de l'argent, c'est bon, si je ne livre pas, c'est pas grave, c'est bon, j'ai rien à déclarer, il n'y a pas de TVA là-dessus. Voilà, c'est faux évidemment, donc il faut faire attention à ce qu'on fait parce que ça peut créer des surprises. Parfois, longtemps après, c'est parfois des experts comptables qui nous appellent quand ils sont en train de faire leur comptabilité, la comptabilité de leurs clients 9 mois après et qui nous disent mais attendez, il n'a pas du tout prévu qu'il y ait TVA collectée là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et donc là évidemment le porteur de projet, s'il n'a pas mis ça dans sa grille d'analyse des coûts qu'il a et de ce qui lui reste en net, dans son plan de trésorerie, ça peut lui poser des soucis parfois bien longtemps après. Alors, prenons le cas justement d'un groupe qui n'atteindrait pas son objectif de lever 10, 20, 30 000 euros. Donc souvent, ce sont des précommandes, si c'est un vendeur, sur un produit qui n'existe pas forcément, pas encore. S'il n'atteint pas ce montant, il rend l'argent Alors, ça dépend du fonctionnement des plateformes. La plupart des plateformes, c'est une mécanique de tout ou rien. C'est-à-dire que soit l'objectif est atteint ou dépassé, et dans ce cas-là, les fonds sont versés, soit l'objectif n'est pas atteint et tout le monde est remboursé sans frais. Donc, dans l'hypothèse d'une campagne qui n'atteint pas son objectif, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Voilà, tout le monde est remboursé. Le porteur de projet y a passé du temps. Il a peut-être appris des choses. Donc, ce sera quand même intéressant pour lui. Mais voilà, tout le monde est remboursé. Donc là, de toute façon, il n'a pas d'engagement vis-à-vis des contributeurs dans ce cas-là. Et en cas de litige, on se retourne vers la plateforme en tant que donneur entre guillemets, ou vers le porteur là, vous de projet. Placez dans un autre cas. C'est si jamais la campagne avait atteint son objectif, que les fonds avaient été versés, mais que le porteur de projet ne livrait pas les contreparties. D'accord. Dans ce cas-là, évidemment, là, le porteur de projet, lui, il est engagé vis-à-vis de ses contributeurs. Normalement, il a prévu de livrer ses contreparties, il a fait une promesse. Donc, dans ce cas-là, les contributeurs, oui, pourraient décider de se retourner contre le porteur de projet pour chercher à avoir sa responsabilité civile. Il n'a pas respecté son contrat. Ou alors, si jamais il considère que c'est, j'en sais rien, une escroquerie, un détournement de fonds, que sais-je, il pourrait peut-être essayer d'aller chercher sa responsabilité pénale. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de cas à ma connaissance. Assez souvent, en fait, toute la mécanique de financement, c'est ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est le garde-fou quand même le plus puissant. Toute la mécanique de financement sur les plateformes de ce type-là, comme les gens ne viennent pas chercher un retour sur investissement, ils sont vraiment dans une démarche d'engagement, les premiers financeurs, c'est d'abord le réseau personnel du porteur de projet. C'est d'abord des personnes qui connaissent très bien. C'est toujours eux qui viennent en premier. Donc c'est un financement qui fonctionne par dynamique sociale. Donc si jamais vous ne respectez pas vos engagements, c'est public et vous plantez tout votre réseau personnel.
Donc les personnes font pas ça à la légère. Les projets qui voient pas le jour, souvent c'est des histoires qui sont plutôt assez tristes. Soit c'est arrivé, problème de santé grave d'une personne ou décès d'une personne. Problème entre des créateurs qui sont parfois au stade de procès entre eux, donc ce qui fait que le procès, on ne sait pas si le projet verra le jour, ou alors une entreprise qui a périclité, parce que problème industriel, problème lié à d'autres projets, problème de trésorerie, et donc voilà, ça fait partie des risques, mais c'est quand même relativement minoritaire quand on voit l'ensemble des projets qui sont financés. C'est un petit pourcentage. Et après, les risques individuels, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport à d'autres mécaniques. Comme les gens ne viennent pas placer de l'argent, le montant moyen de la contribution, c'est 50 €. Alors, on parle c'est des moyennes, évidemment, hein, mais c'est quand même un risque individuel qui est relativement faible. Florian, sur les vertus du financement participatif, au-delà évidemment de l'argent récolté qui va nous permettre de mener à bien un projet, quand vous conseillez aux entreprises, aux entrepreneurs d'y aller, c'est pour les chercher quoi, au final? Bien, comme le disait Arnaud, les premières personnes qu'on va solliciter, c'est notre réseau personnel. Et donc, c'est faire part déjà, c'est comment dire, officialiser la démarche du montage de projet auprès de ses proches et de leur montrer l'ensemble du travail qui a déjà été mis en place et comment dire, la proximité véritablement de la réalisation de l'entreprise. Donc c'est déjà être en mesure de séduire son entourage personnel et puis après de démarcher plus large et de développer son réseau. Donc la première chose importante, c'est d'être en mesure de savoir générer et conserver un réseau et de savoir bien entendu exposer son projet, savoir le présenter, le pitcher. Donc en parallèle, on va entraîner les personnes à pitcher leur projet, à monter des présentations, aussi des outils de communication, parce que ce qui peut être pertinent, c'est de présenter des vidéos, une vidéo assez courte dans son projet, alors si on est en mesure de le faire, bien entendu, hein, techniquement. Donc aussi avoir la maîtrise totale de l'essence de son projet, de savoir le présenter rapidement et savoir présenter les points essentiels voilà, la vision, les ambitions du projet. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc créer des outils de communication et savoir cultiver son réseau. Et tout d'abord, le réseau personnel. Aussi, l'enjeu, c'est de savoir après embrayer sur une démarche commerciale un petit peu plus large et donc aller à la rencontre de potentiels financeurs de manière plus large. Donc de passer de s'adresser à un réseau personnel qui vont être un petit peu sur l'affectif, mais passer à un réseau plus large et savoir s'être véritablement approprié son pitch, ses outils de communication, et d'avoir une transition assez, assez progressive vers un réseau de personnes qu'on connaîtrait moins. Donc tout ça, c'est de l'entraînement, donc ça va être véritablement de la montée en compétences pour les entrepreneurs, parce que ça peut paraître assez évident pour des entreprises de taille plus importante, on peut avoir des ressources qui sont spécialisées dans la communication. Pour une TPE, l'entrepreneur, il est un peu le porteur de projet avant de sa création. Il est seul, donc parfois il n'est pas suffisamment outillé pour avoir les mêmes compétences qu'un responsable de communication qui aurait été formé spécifiquement à cela. Donc on va le former progressivement pour s'approprier ces outils et pour qu'il monte progressivement en compétences sur des formations collectives, mais aussi en individuel, avec un conseiller dédié qui aura aussi vocation à coacher pour passer d'un niveau où c'est pas pour moi ça, moi je sais produire mon bien à je sais le faire parce que je suis sûr de ce que je vais proposer, de mon offre, et je suis confiant de la présenter aussi bien à mon entourage perso que à mon entourage, à un réseau beaucoup plus large de personnes qu'on ne connaîtrait pas au préalable. Bernadette Sauzet, sur cet aspect coaching là, de l'entrepreneur, du porteur de projet. Oui, monsieur Florian vient de prononcer un mot qui est important, c'est le mot confiant. Quand on fait, nous, un prêt d'honneur, on lui à 0%, sans garantie personnelle, on fait confiance à un entrepreneur. Comme un banquier, quand il fait crédit, il fait confiance à un entrepreneur. Et là, il y a une confiance qui est faite entre les donateurs et les emprunteurs. Et il y a un autre effet de la confiance, c'est la confiance en soi. Nous avons l'habitude que le oui donné par un comité d'agrément, il y a 500 comités d'agrément Initiative France sur tout le territoire, tous les entrepreneurs nous disent que ce oui a été un déclencheur. Et le fait d'avoir réussi une collecte de crowdfunding, c'est de même nature, ça booste la confiance en soi de l'entrepreneur. Et du coup,
on a de l'espoir pour que ces entrepreneurs, leurs entreprises réussissent et qu'elles se développent plus que la moyenne. C'est une des problématiques fortes de notre pays, que ces TPE restent trop petites. Et si on a des entrepreneurs qui, au moment de la création ou de la reprise d'une entreprise, ont un potentiel de confiance qui est démultiplié, eh bien, on va pouvoir se baser sur ce potentiel de confiance pour les accompagner à se développer encore plus. On a, nous, un taux de pérennité des entreprises à 3 ans de 88%, donc on est plutôt content de ça. Mais on aspire à accompagner ces entreprises déjà solides à se développer et embaucher, parce que c'est ça le principe. Et du coup, avec des entrepreneurs qui ont déjà testé la présentation de leur projet, le bon retour de ce projet auprès d'une communauté un peu plus éloignée que leur environnement personnel, auprès de nos comités, on a de l'espoir pour qu'ils osent après entreprendre. Et nous, on va bien sûr surfer là-dessus en les accompagnant. On a des parrains, majoritairement chefs d'entreprise. On a actuellement 9000 entreprises parrainées. Donc, si avec le crowdfunding, on peut leur permettre de développer 2 ans, 3 ans après, ça sera un bon effet au niveau de la croissance et de la création d'emplois. Sur les 150-200 projets là, qui sont allés, qui ont eu un succès, qui ont rencontré un succès sur les plateformes de crowdfunding, est-ce que vous avez de beaux exemples d'effets de levier, comme vous avez évoqué avec vos prêts d'honneur un effet de levier de 7? Oui. Est-ce que là encore, il y a un entraînement alors, qui ne se quantifie peut-être pas sur ces niveaux-là, mais au moins qui rentre dans une bonne dynamique? En fait, ça permet, notamment avec le don, puisqu'on est sur une table ronde plutôt sur le don, ce que le don permet, c'est que l'apport personnel est renforcé. Notre prêt d'honneur est considéré comme un apport personnel, c'est un apport en quasi-fonds propres, mais là, si on a du don, on peut compléter, monter une ingénierie de plan de financement. Le plan de financement moyen du réseau est autour de 100 000 euros. Donc si on a des collectes en cours en ce moment en PACA, dans la Somme, on a plusieurs plateformes de notre réseau qui ont développé des partenariats plus avancés. Et les collectes sont entre 5 et 10 000 euros. Mais ça va donner un déclic supplémentaire. Et quand on va aller voir le banquier, on aura 2 effets de confiance supplémentaires. Le prêt d'honneur apporté par le réseau Initiative donc, si vous voulez, ça peut permettre à des gens qui n'ont pas du tout d'apport personnel, et dans notre ambition, dans l'ambition que nous avons collectivement autour, par exemple, des personnes les plus éloignées de la création d'entreprises, ou les personnes qui n'ont pas de patrimoine, qui sont au chômage depuis longtemps, qui sont pour les jeunes qui n'ont pas encore mis des économies de côté, ça va permettre, si le projet résonne au titre du crowdfunding, de constituer l'apport personnel, et ça va vraiment faire un levier sur le plan de financement global. Merci. Si je reviens à vous, Antoine, sur le slip français, comment on prépare sa campagne, comment on l'anime? Là, je pense à une demoiselle qui est venue à plusieurs reprises sur BFM Business, qui va peut-être d'ailleurs en parler, qui lance sa propre campagne sur KissKissBankBank dans le domaine scolaire. Donc elle a vraiment 16 ans. Je pense que c'est peut-être la plus jeune entrepreneur de France. Comment on la prépare? Alors là, pour le coup, elle se lance ce matin. Et surtout, comment on anime sa campagne? La préparation, c'est d'abord se fixer l'objectif de financement et être à la fois ambitieux pour engager les gens, mais pas trop pour arriver à ce succès. Et donc c'est vrai que là, les équipes des différentes plateformes nous aident à calibrer ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je parle pour nous, Slip Français, à chaque fois, on l'a utilisé comme une campagne de pré-vente, et c'est ce que Arnaud soulignait. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a utilisé. Donc c'était pas pour demander du financement, mais prendre un peu moins de risques sur le lancement d'une innovation produit, comme on a pu le faire la première fois, où on a lancé le slip qui sent bon. Donc c'était un slip dans lequel on intègre de la fragrance. Et ça a été notre premier succès, et on parlait de confiance. C'est vrai que de
vendre des produits, mais de voir que la communauté, au-delà de liker juste des photos sur Facebook, est là pour soutenir et participer à hauteur de 20 000 euros, ça donne beaucoup de confiance pour la suite. Donc après, sur la préparation en elle-même, il y a tout le design de la page. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais c'est très important parce que c'est la façon dont vous allez communiquer avec les gens. Donc au-delà du premier cercle, vos amis d'amis et puis ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore la marque, c'est hyper important de les toucher avec un message simple et clair et de leur expliquer à quoi va servir le financement et comment il est structuré. L'autre chose importante, c'est la vidéo. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel il y a encore 1000 choses à inventer parce qu'on a tendance à voir sur ces plateformes des vidéos qui se ressemblent toutes, qui sont sur le même schéma parce qu'il se trouve que peut-être la 10e vidéo qui a été faite sur Kickstarter, qui a dépassé $1 million, était sur ce format-là. Donc tout le monde s'est dit « Ah super, il y a un truc qui fonctionne, donc on va tous faire pareil ». Ouais, c'est le créateur de projet qui parle comme ça, qui s'adresse les aux petites gens, notes de piano derrière. La petite musique folk qui va bien, le plan sur un écran d'ordinateur avec une visualisation 3D, des gens qui ont l'air de se marrer dans un bureau. Et ouais, pour nous, c'est la réclame. On en est vraiment au stade 1.0 de cette communication. Et on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on a tenté avec notre histoire de mannequin et ce qu'on tentera par la suite si jamais on devait de nouveau faire appel aux gens. Mais je pense que là-dessus, il faut être aussi généreux parce que dans la façon dont on s'adresse aux gens, c'est quand même leur demander une participation financière. Alors certes, on leur donne des produits, mais souvent, il y a une part de money can't buy, c'est-à-dire qu'on leur offre une expérience plus qu'un objet. Donc il y a une part de monnaie sociale. En fait, les gens sont fiers de pouvoir dire j'ai rendu ce projet possible, et c'est ça aussi qu'on leur vend. Donc à l'inverse, il faut que le porteur de projet se mette dans cette position-là et soit hyper généreux. Donc il y a ce travail de communication, on le disait, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, mais en tout cas c'est clé. Et puis après sur l'animation, c'est prévoir au fur et à mesure de la campagne du contenu pour soit raconter l'avancée du projet s'il s'agit d'un prototype, montrer comment ça se réalise, ou alors prévoir vraiment comme on peut le faire sur les réseaux sociaux pour nous, du community management, donc présenter les différentes avancées du projet, montrer différents visuels, organiser des événements, aller à la rencontre des gens. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais c'est généralement un calendrier en gros d'1 mois qu'on prévoit d'animation et de contenu. Puis après, on s'adapte aussi en fonction de la façon dont les médias reçoivent ce qu'on fait, des opportunités qu'on a, la vitesse de la collecte. Voilà, il y a aussi ça à prévoir parce qu'on peut prévoir une collecte plutôt prudente et aussi imaginer des contreparties ou une nouvelle phase, une nouvelle étape dans le projet si jamais on devait dépasser le premier plan prévu. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Arnaud, vous avez entendu Antoine, c'est pas forcément une question de financement et c'est souvent, voire de plus en plus le cas. On lève de l'argent alors qu'on n'a pas forcément besoin. Je crois que le site français est déjà rentable. Voilà. Et c'est le cas de plein d'autres entreprises. On avait même vu, on pourra en parler, des grosses boîtes venir là-dessus. Comme souvent, les entrepreneurs ont une idée et les consommateurs, les utilisateurs en détournent l'usage. Ça arrive de plus en plus. Oui, alors c'est peut-être pas un détournement d'usage, parce qu'en fait, simplement, la première idée qui vient quand on parle de ça, parce que c'est contenu dans le titre, on pense financement. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et les porteurs de projets qui ont fait plusieurs campagnes le disent, à peu près tous. Ils disent que même la dimension financière des choses, sur ce type de financement participatif-là, est peut-être pas la plus intéressante. Qu'en réalité, les éléments les plus intéressants, c'est que c'est un outil de test grandeur nature. Ça permet de vérifier si réellement ce qu'on est en train de faire déclenche un engagement, si ça intéresse les gens, s'ils ont envie de le soutenir. C'est un outil de création de confiance. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Et alors, simplement, création de confiance à 2 niveaux. Pour l'entrepreneur, bien sûr, parce que c'est un gros booster pour le moral si ça marche. Mais création de confiance aussi vis-à-vis d'autres parties prenantes potentielles. Si vous allez voir un banquier avec une opération de crowdfunding réussie, ou des VC ou des business angels, c'est beaucoup plus fort d'aller les voir à cette étape-là qu'à l'étape simplement du PowerPoint. Là, vous avez un début de preuve de concept, vous êtes capable de montrer que ça intéresse des gens. C'est un outil de communication, ça on l'a dit 10 fois, et c'est aussi un outil de crowdsourcing. Parce que souvent, vous adressez votre projet à une communauté de personnes passionnées ou intéressées par ce que vous voulez faire. Elles vont vous poser plein de questions sur ce que vous voulez faire, comment vous allez réaliser, quelles fonctionnalités, quelle matière, etc. Et tout ça, ça va beaucoup enrichir le travail de l'entrepreneur qui va pouvoir parfois faire pivoter son projet avant même de lancer la production, ou l'améliorer, ou alors réfléchir à des nouvelles choses ou dans la façon dont il communique dessus, s'apercevoir qu'il a complètement occulté une partie dans la communication, alors qu'en fait, on n'arrête pas de lui poser des questions là-dessus. Donc cette partie-là intéresse les gens. Donc cette dimension crowdsourcing-là, elle est extrêmement enrichissante pour l'entrepreneur. Donc tous ces éléments-là font que c'est bien plus qu'un outil de financement et que, on le voit, il y a de plus en plus d'entreprises déjà établies qui effectivement n'ont pas nécessairement besoin de ça pour financer le projet, mais qui viennent pour toutes les autres raisons.
Mais sauf que toutes les autres raisons, c'est un très très bon outil pour aller chercher tout ça. Donc voilà. C'est légitime de voir Sony, de voir Orange lancer leur propre campagne de crowdfunding. Vous comprenez quoi. Nous, la réponse qu'on a, effectivement, Orange, ils sont venus chez nous faire une campagne pour le Neo Retro, qui était un téléphone fixe, mais ils venaient pour une démarche, évidemment, de test grandeur nature. C'est ça qui les intéressait, ils venaient pas du tout pour la dimension financière des choses. Ils avaient designé ça. Alors, ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que dans des grandes entreprises industrielles, il y a, ça dépend de la façon dont ils travaillent, mais entre 30 et 70% des projets qui sont prototypés qui sortent jamais des cartons. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une viabilité économique, etc. Ça, avec un outil comme ça, on peut voir si effectivement ça fonctionne. Donc, alors, il y a certaines personnes qui peuvent se dire oui, c'est un détournement de l'outil. C'est une façon d'utiliser qui est peut-être pas la plus évidente au début, celle à laquelle on avait réfléchi en se disant qu'on voulait lancer un outil de financement qui n'était pas basé sur la recherche de rentabilité économique. Mais voilà, ça sert aussi à ça et c'est intéressant pour ça. Alors, Orange, c'est un exemple qui est peut-être un peu à un extrême, mais il y a aussi des entreprises PME qui sont pas spécialement connues, qui ont envie de lancer un nouveau produit et pour lesquelles c'est très intéressant d'utiliser le crowdfunding. Pour autant, elles ne viennent pas pour la dimension financière non plus. C'est des beaucoup plus petites entreprises. Dernier point peut-être aussi avec vous, Arnaud, et on bouclera finalement avec l'intro. Quelles sont les tendances là en ce début 2016 ? Enfin début, voilà. On est bientôt en avril, mais sur ces 3 premiers mois, est-ce que vous citiez Kickstarter, donc 2 à 3 fois moins de projets qu'au début? Est-ce que c'est valable pour tout le don? Est-ce qu'il y a un ralentissement sur le don? Alors, simplement sur les 2 à 3 fois moins de projets, c'était sur les projets lancés par des Français sur Kickstarter. Oui, après Kickstarter continue à avoir beaucoup d'activités. Ouais. En France, on le voit avec le baromètre, la croissance en 2015 a été de 30%. Donc c'est quand même une croissance qui est relativement importante, qui est moins importante que ce qu'on avait par le passé. Mais ce qu'on a observé en 2015, en fait, c'est qu'il y a 2 catégories qui ont été les premiers très très gros moteurs, très gros pourvoyeurs de projets sur les plateformes de ce type-là. C'est la catégorie audiovisuel et la catégorie musique. Elles sont arrivées à un plateau. Et il y a d'autres catégories qui prennent leur lait, l'édition, les projets solidaires, les projets citoyens et les projets portés par des sociétés commerciales. Il y en a de plus en plus. Alors, pourquoi il y a un plateau sur ces catégories-là? Moi, ma lecture, c'est qu'en fait, ça a été les premiers à se lancer là-dedans parce que c'est historique. Dans l'audiovisuel, de toute façon, pour faire le premier court-métrage, c'était culturel. Vous commenciez par vous lancer avec l'aide de vos amis, de votre famille, etc. Donc, très rapidement, c'est des types de porteurs de projets qui sont mis dans la brèche, qui ont utilisé ces types d'outils-là parce que pour eux, c'était facile culturellement d'y aller. Et aujourd'hui, il y a une maturité qui est assez forte chez ces porteurs de projets-là, parce que ça y est, au bout de 5 ans, ils connaissent tout ça, donc on a atteint peut-être le volume de projets moyens qu'on aura à long terme. Par contre, il y a d'autres types de porteurs de projets, notamment des sociétés commerciales déjà existantes, qui, eux, découvrent, peut-être avec un petit peu de retard, que c'est intéressant pour eux aussi. Mais parce qu'ils ne vont pas y trouver les mêmes choses. Ils ne vont pas y trouver un outil d'abord de collecte de love money, ils vont y trouver un outil de test grandeur nature, de crowdsourcing, de communication, d'engagement, de création de relations différentes avec leur public. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a des réserves de croissance qui sont extrêmement fortes parce qu'il y a plein d'usages qui ne sont pas encore très développés. On l'a dit tout à l'heure, les collectivités territoriales peuvent se lancer en crowdfunding depuis seulement un décret qui est paru en novembre dernier. Donc c'est très récent, on en a de plus en plus qui viennent. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de croissance qui vont arriver sur ces activités-là. Merci Arnaud, merci à tous les 4. Bonne journée.